DFM 98 de la bonne FM Radio Anguin, la radio où l'on se sent bien. Je ne sais pas si ce soir on va se sentir très très bien. Nous sommes avec Andreas Becker qui est déjà venu sur cette antenne pour un livre paru en 2012, À la différence, l'effrayable. Un autre en 2013, Nébuleuse, toujours à la différence. Gueule, au pluriel, en 2015 aux éditions d'en bas. Les Invaincus 2016-2018, puisqu'il a été réédité, là on n'avait pas fait d'émission. Par contre, en 2019, il a publié Hula ou l'effacement aux éditions d'en bas. Aujourd'hui, on le retrouve pour La castration, qui va paraître en août 2020, donc qui n'est pas encore paru, mais que ça n'a pas tardé. Et on t'avait aussi, bonsoir Andrea. Bonsoir Joël. On t'avait aussi vu pour Bleu Palbourg, non? Il me semble, Bleu Palbourg, c'est le film qui est dérivé de Hula ou l'effacement, oui. Et tu as eu 2 pièces de théâtre aussi, une pièce de théâtre sur Nébuleuse. Oui, avec Brigitte Mougin. En 2015, et Gueule, c'est en 2020, ça va se... Gueule, c'est un projet qui est en cours de route, c'est avec Yann Caraquillo et avec Denis Lavant. Et on a tout juste commencé à jouer fin février, début mars, juste avant que ce soit plus possible. En théâtre, et tu veux en faire un film? Oui, comme on ne peut pas faire de théâtre actuellement dans de bonnes conditions et qu'on ne sait pas exactement encore comment ça va se passer, on a eu cette idée avec Jean-Denis Bonon, qui a déjà fait le film Bleu Palbourg, qui a déjà réalisé ce film. On a eu l'idée de faire un autre film et là aussi, on aura donc la grande joie d'avoir, entre autres, Yann Caraquillo et Denis Lavant avec nous et on tournera au mois d'août. Alors, comme vous l'avez entendu, Andreas Becker est écrivain de naissance. Ça, vous ne l'avez pas entendu, mais il a un petit accent. Hein, charmant. Oui, charmant. Donc, Gueule, ça parle des massacrés de la guerre de 14-18. Oui, Gueule part de photos qui m'ont été données par une lectrice, par Françoise Hoffmann, et qui est à l'origine, en fait, du livre, de l'idée. Et ces photos montrent donc des gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Mais quand j'ai écrit le livre, je ne savais même pas trop ce que c'était, les gueules cassées. Il faut dire qu'en Allemagne, c'est relativement peu connu, beaucoup moins connu qu'en France en tout cas. Et j'ai écrit essentiellement un texte sur les gueules, enfin sur le problème qu'on a tous avec notre propre gueule, avec cette idée que l'image intérieure ne correspond pas à l'image extérieure, qu'il a toujours ce terrible décalage. Et l'idée de base était ça, et pour les gueules cassées, ce qui nous arrive pendant des années, le vieillissement, le changement, leur est arrivé en une fraction d'une seconde, et je trouvais que c'était tellement hautement dramatique que j'avais envie de travailler autour de ça. Et donc c'est un livre, on va dire, à partir des gueules cassées de la Première Guerre mondiale, oui. Qui était sorti en 2015. 2015, oui. Avant le centenaire de la guerre 14-18, enfin pendant le centenaire de la guerre 14-18. Oui, on n'a pas fait exprès, oui. On n'a pas eu de promotion par rapport à ce centenaire, je pense, parce que je montre les gueules comme des êtres humains. Les gueules cassées, pour moi, sont des jeunes hommes qui ont les mêmes envies que les jeunes hommes, c'est-à-dire ils sont en train de draguer l'infirmière, ils ont envie de boire, de jouer, de s'amuser. Certes, c'est dramatique ce qui leur arrive, comme toujours dans mes livres, c'est dramatique, mais en même temps, il y a toujours aussi ce côté, on va dire, dans la castration aussi, donc il y a toujours un côté qui prend les choses d'un côté un peu humoristique, on va dire, avec une certaine distance. Dans la langue, je pense qu'on en parlera. Et donc, ce que j'ai fait avec ces gueules aussi, c'est dramatique, c'est très triste, et en même temps, c'est drôle, ils jouent. Alors, ça n'a pas beaucoup plu aux instances officielles. Oui, puis tu as des photos dedans qui montrent quand même qu'ils étaient sacrément amochés. Hein. Et c'était évidemment dans un mouvement, dans une idée anti-guerre, parce que je me suis dit, si on voit ces photos, ces blessés de la face, sérieusement, on ne peut plus s'engager dans une guerre. Après, moi personnellement, j'étais objecteur de conscience, donc j'ai jamais pris d'armes, et c'était aussi par conviction, on va dire, peut-être pas politique, mais par un certain engagement quand même sociétal contre la guerre. Et ça non plus, ça n'a pas beaucoup plu, on va dire,
aux officiels qui voulaient faire des cérémonies de centenaire aussi à un moment pour justement louer l'armée, la guerre d'aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui les opérations extérieures, les OPEX, oui. qui en fait sont en réalité des guerres. Et étant donné qu'on veut toujours mener ces guerres, c'est toujours un peu gênant de montrer des blessés de guerre de trop près. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Et pour des raisons enfin, il faut être politiquement correct. Et mon livre ne l'est pas du tout. Non, c'était même plein de se demander comment on pouvait fêter le début d'une guerre en 2014. Oui, alors qu'on aurait dû fêter la fin en 2018, mais on n'en a pas trop parlé en 2018. Non. C'était la fin de la guerre, donc ça se fêtait moins. Alors, l'effroyable, le premier, c'était une histoire assez effroyable, on peut dire. L'effroyable, c'est une histoire... En fait, l'effroyable a les avantages et les inconvénients d'un premier roman. J'avais déjà 50 ans quand je l'avais écrit, ou plutôt publié un peu moins de 50 ans, mais il a quand même toutes les caractéristiques et tous les défauts, et aussi tous les atouts d'un premier roman, c'est-à-dire il raconte un peu de trop. Aujourd'hui, je vois ça un peu comme ça. Il y a presque trop de livres, un seul livre, mais c'est tout à fait normal pour un premier roman où on a envie de tout mettre. Donc, c'est une histoire sur 3 générations en Allemagne qui se passe entre la prise de pouvoir des nazis et ça se termine à la chute du mur de Berlin. Et en fait, l'histoire, elle est, ça précède un peu la castration. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a vécu des abus sexuels dans sa jeunesse et qui cherche les raisons pour lesquelles c'est tombé sur lui, sur sa gueule, d'une certaine manière. Et pour comprendre ce qui lui est arrivé, il essaie de comprendre son histoire familiale et il se rend compte d'une chose qui arrive peut-être pas dans toutes les familles, mais dans beaucoup de familles, que ces horreurs-là souvent sautent une génération et se remanifestent chez les petits-enfants qu'on ne s'est pas dit, qu'on ne s'est pas travaillé. Quand on n'a pas réglé le problème, il revient. C'est ça. Ça revient d'une certaine manière, parfois un peu déplacé dans une autre génération, et c'est ce qui se passe dans l'effroyable. Donc on a parlé de gueule, on a parlé de nébuleuse. Alors nébuleuse, alors là tu me fais un grand tour, il faut que je réfléchisse, ça fait des années que je l'ai écrit. Non, nébuleuse. C'était le deuxième. Non mais oui. Non, je les ai en tête. Nébuleuse, c'est l'histoire en fait d'une femme qui n'arrive pas à se manifester, à se constituer en personne responsable, seule, unique. Elle reste toujours un peu sa propre mère. Elle n'arrive pas à dire « je ». Les enfants, normalement, quand on est enfant, on vit quelque chose que j'appelle une deuxième naissance. Donc après la naissance physique, je ne sais pas exactement quelle année, c'est la 2e ou 3e année, on dit la première fois dans sa vie, on dit « je ». Et par ce « je », on admet qu'on existe. Mais c'est un moment très douloureux, c'est un peu aussi douloureux que la naissance, parce qu'en disant « je », on exclut l'autre. Alors on comprend par ce mot d'apparence si simple qu'on est seul et qu'on le restera toujours. Mais en même temps, on est libre, on est responsable, on n'est plus sa propre mère, on n'est pas l'autre, on existe en tant que personne. Sauf que pour cette pauvre femme qui est le personnage central de Nébuleuse, ce processus ne s'est pas fait en totalité, il lui reste quelque chose de collé. D'ailleurs, le jeu est écrit J''E, donc elle est partagée, elle n'est pas reconstituée en personne, et donc elle n'arrive pas à se séparer de sa mère. Elle se prend d'une certaine manière pour sa propre mère, et évidemment, ça complique énormément sa recherche d'amour. Elle ne peut pas aimer parce qu'elle ne s'est jamais constituée en tant qu'être humain complet. Ça se complique encore plus quand elle a un enfant, quand elle a un copain dans la relation de son père. C'est un huis clos comme ça d'une petite cellule familiale qui n'arrive pas à se constituer en totalité. On passe aux invaincus. Alors, les invaincus. Et les invaincus 2016 et 2018 dans une autre publication. En fait, un point commun dans beaucoup de mes livres, c'est pas... C'est la famille, toujours. Oui, c'est la famille et ce sont les horreurs. En fait, je ne veux pas raconter des horreurs, c'est pas comme ça. Mais ce qui est important, c'est que la langue
c'est le travail de la langue. Et c'est je pense qu'on va revenir là-dessus quand on parlera de la castration. Donc là, on fait un peu un résumé complet de mes écrits. Pour savoir pourquoi tu en arrives à la castration. Oui, je crains la question. Et donc, les invaincus, en fait, ça commence par un accident de voiture qui est raconté au conditionnel. Là, donc, on touche tout de suite à la langue comme moyen d'expression du réel. Et donc, le fait que c'est raconté au réel, ça montre bien que le fait n'est pas accepté, n'est pas vraiment vécu. Et comme il n'est pas vécu, il revient sans cesse dans d'autres personnages, dans d'autres formes. Ce livre-là est complètement déstructuré, non pas tellement dans sa langue, mais dans sa structure. C'est-à-dire les personnes reviennent toujours sous forme d'autres personnes qui revivent toujours la même chose. Jusqu'à la fin du livre, il y a quand même un petit espoir, malgré toute l'horreur de cet accident, c'est qu'à la dernière scène, la première scène est racontée à l'imparfait. Donc, l'imparfait, ça dit bien ce que ça veut dire, l'imparfait. Donc, ce n'est toujours pas parfait, donc ce n'est toujours pas clos, mais maintenant, c'est quand même raconté dans une forme de langue de passé. Donc, ça perd un peu, on va dire quand même, de son prééminence, de sa prise sur le présent. Hula ou l'effacement. Oui, ça, c'est une histoire avec la maman. Oui, là aussi, je dirais à partir de ma mère. En fait, ce que j'écris souvent, évidemment, il y a des traits autobiographiques dans tout ce que j'écris. Comme dans tout livre, d'ailleurs, je pense que c'est pas la peine de vouloir nier ces aspects autobiographiques, mais il y a toujours la question ce qu'on en a fait. Donc, j'espère que je les transforme en travail littéraire. En tout cas, c'est ma prétention, si j'ose en parler comme ça. Et donc, Hula ou l'effacement, effectivement, ça part du destin particulier de ma mère, qui est c'est pas si particulier que ça, parce que malheureusement, ça arrivait à des centaines de milliers de femmes ou à des millions de femmes, non pas seulement en Allemagne, mais un peu partout dans le monde après les guerres. C'est-à-dire, Hula a souffert des bombardements de Hambourg, qui étaient absolument terribles. Et elle n'a pas su en parler. Là aussi, c'est surtout l'horreur vient surtout des non-dits. Et après la guerre, elle sombre dans l'alcool. C'est sa seule manière de s'exprimer, c'est de ne pas s'exprimer. Elle se met sur un canapé et elle ne se lève plus. Et le livre raconte dans une langue que j'espère assez tendre. Mais pleine d'amour. Plein d'amour. Et donc raconter cette lente agonie qui mène à la mort. Il n'y a pas d'autre solution pour elle. Et le regard aussi sur cette mort et tous les gens qui sont autour et qui continuent de vivre. Bleu Palbourg, donc le film fait sur Hula ou l'effacement. On peut le voir où maintenant ? Alors, il faudrait que tu invites un jour Jean-Denis Bonan, qui est le cinéaste, qui fait ses films à partir de mes livres. Il en parlerait beaucoup mieux que moi, je pense. On a eu la grande chance d'être sélectionné au cinéma Saint-André-des-Arts, qui fait une quinzaine de découvertes. Ça s'appelle les découvertes de Saint-André-des-Arts. Et on avait donc une programmation de 15 jours, ce qui pour nous est déjà beaucoup, parce qu'on n'est pas dans, c'est pas des blockbusters du box office, je pense, on dit comme ça en français. Donc, évidemment, ce sont des films extrêmement marginaux. Et donc, on a eu cette chance d'être à l'affiche pendant 15 jours à Saint-André-des-Arts, ce qui a entraîné beaucoup de demandes d'autres cinémas un peu partout en France. On a un petit distributeur qui s'en occupe. Mais tout cela, évidemment, est tombé dans le grand trou du confinement. Ils ne sont pas réouverts, les cinémas, encore ? Si, depuis hier. Ah, bah tu vois. Donc... Parce que je suis passée devant le Saint-André-des-Arts, il était fermé. Oui, mais je ne sais pas s'ils ont pu ouvrir. Donc tout ça, c'est un peu vague encore, mais ça va ouvrir. Et nous voilà en 2020 avec la castration, qui va sortir en août. Oui. Le dessin qui est sur la couverture, c'est toi ? Non. Les couvertures de livres sont également faites de Jean-Denis Bonan. Et je voudrais ici... on a vécu... tous ensemble ou tous séparément quand même à une période étrange. Et
je pense une des grandes leçons de cette période, c'est qu'on a compris qu'on n'est rien seul. Alors il faut arrêter un peu d'imaginer l'écrivain seul dans son bureau, qui travaille seul, qui prend un texte seul, qui devient un livre seul. Donc je voulais, c'est pour ça aussi, entre autres, que je voulais saisir l'occasion ici de parler de l'équipe qui m'entoure pour ce livre. Et pour les autres livres, il y a Jean-Denis Bonan qui a fait la couverture. Il y a mes éditeurs qui sont formidables en ces périodes difficiles, qui sont Jean Richard et Pascal Cotin. Il y a un jeune homme extrêmement talentueux qui m'a aidé pour les corrections, mais qui est bien plus qu'un correcteur, qui est un véritable lecteur, qui est Maxime Patry. Il y a l'attaché de presse, Myriam Clément. Donc, il faut un peu citer toutes ces personnes qui entourent l'écrivain, qui heureusement n'est pas si seul que ça. Et c'est très important de nos jours, et ça me fait un grand plaisir de les citer ici nommément, parce qu'on ne travaille jamais seul. Et tu dis à Paulin Dardel et Colette Lambridge, les premiers qui surent me lire. Qui peut arriver à lire tes livres? Mais justement, c'était le tout premier, c'était Paulin Dardel. Merci d'avoir cité leur nom, c'est très bien. Paulin était stagiaire aux éditions de La Différence. Et comme quoi ça tient parfois à tellement peu de choses, un changement de vie, un changement de rythme, une ouverture comme ça. J'avais envoyé le manuscrit de L'Effrayable à 5 éditeurs, parce que pour une très simple raison, ou pour 2 raisons. D'abord, je ne croyais pas du tout qu'un éditeur puisse publier ce livre. Et deuxièmement, je n'avais pas d'argent pour plus que 5 copies, donc pour les envoyer. Donc j'avais sélectionné 5 maison d'édition, dont La Différence. Et comme c'est dans une maison d'édition, tous les jours, il y a des manuscrits qui arrivent sur un grand tas, comme pour toi, pour la radio, tous les jours arrivent des livres. Donc, il faut faire une sélection dans tout ça. Et Paulin, c'est lui qui m'a raconté l'histoire après. Il a lu le titre, L'Effrayable. Il se dit, une faute de frappe, ça peut arriver, mais quand même dans un titre, c'est plutôt rare. Il s'est dit, ça, je vais le mettre de côté pour le soir. Il a commencé à lire le soir. Et le lendemain, il a dit à Colette Lambrix, à l'éditrice, écoutez Colette, où je comprends rien à la littérature, où il était stagiaire, très jeune, où il y a peut-être quelque chose, où il n'y a rien du tout, mais je n'arrive pas à saisir ce qu'il y a, ça me dépasse. Bon. Il a fait ça tous les jours pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, Colette a dit, je vais le prendre, je vais le lire ce week-end. Juste pour donner une réponse à son stagiaire. Et le dimanche soir, elle avait sa famille, ses enfants, ses petits-enfants à la maison. Et dimanche soir, elle se dit, zut, j'avais promis de lire quand même ce manuscrit, donc il faut bien que je le fasse. Et là, c'est elle qui me raconte la suite. Elle a commencé à lire un dimanche soir à 18h et elle a fini au petit matin, le manuscrit. Et à 9h, elle a décroché son téléphone, elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait publier le livre. Et ça tient à ça. Oui, c'est aussi une femme, parce que c'est L'Effrayable, c'est une histoire de femme quand même. Oui, c'est quand même une Paulin, femme. Paulin, c'était un homme. Oui, donc, non, mais c'est sûr. Il n'a pas compris. Enfin, c'est surtout l'écriture. Non, il n'a pas compris. On va parler de l'écriture aussi. Oui. Hein. Mais effectivement, tu as tout à fait raison de souligner ça. Je pense que malgré la dureté des faits que je relate, je suis assez d'accord avec toi de dire que j'écris aussi pour les femmes, avec une grande part de féminité dans cette écriture. Je suis d'accord avec toi, oui. Peut-être pas dans la castration. On fait la pause là, puisque ça va pas. Ce livre, La Castration, parle de Paris, on peut dire dans les années 80, un Paris que moi je connaissais bien. On fait juste une pause et on voit un peu ce que donne ton écriture. Allez, c'est reparti. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM avec Andreas Becker, qui était écrivain, qui est d'origine allemande, mais qui maintenant vit en France depuis longtemps. Tu es vraiment arrivé à la gare du Nord dans les années 80, à 5h30 du matin, quand Paris s'éveillait? Oui, avec cette chanson en tête. C'était absolument ça. Il y a des traces dans la castration même du texte. Les balayeurs de rue, les eaux dans les caniveaux. Enfin, en tout cas, dans ma tête, c'est dans la chanson. Donc, je ne sais pas, il faudrait vérifier le texte de la chanson. Mais oui, c'était le train de nuit, en fait. Ça n'existe plus, ces trains-là. Non, malheureusement, non. Il n'existe plus. Il y avait le Hambourg-Paris.
et dans l'autre sens, qui partait, je pense, le soir à 20h à Hambourg, qui arrivait à 5h et quelques Il y à avait Paris. Düsseldorf aussi, je me rappelle, qui devait aller plus loin. Et c'était donc la vieille gare du Nord, avec les buvettes dans la... Et les trains couchettes à 6 places. Oui, c'est ça. Et on buvait du vin, on mangeait des sandwichs avec tout le monde. À la fin du voyage, tout le monde se connaissait. Et dans les gares, il y avait des buvettes dans les salles des pas perdus et on pouvait fumer et boire des bières ou des cafés le matin. Et il y avait aussi autre chose. Il y avait, en tout cas à la gare de Lyon, il y avait au sous-sol du buffet de gare, il y avait des toilettes, évidemment, qui étaient gratuites. Et des douches. Oui. Et on pouvait se raser et prendre une douche. Ça n'existe plus? Non, je pense pas, non. Enfin, non, je pense pas. En fait, les toilettes, aujourd'hui, maintenant, c'est payant. Donc. Mais je pense qu'à Gare du Nord, il y a encore des douches. Hein. Ça sera à vérifier. Mais... Oui, ça sera à vérifier. Et maintenant, en plus, il y a ce chantier, ce projet de complètement démesuré. D'en faire un centre commercial. Donc, c'était avant l'époque où les gares étaient des centres commerciaux. C'était avant qu'il fasse l'auvent comme il est maintenant. Il n'y avait pas cette sortie comme c'est là. Non. Ouais. Et bon, c'est pas par nostalgie que je dis ça comme ça, mais plutôt parce que ça traduit le livre. La castration joue dans ces années. Ça joue pas. Ça commence dans ces années-là. Et bon, c'est pas par une niaise, la nostalgie, non. Parce que pour moi, ça voulait dire quelque chose. Quand j'arrivais comme ça avec le train de nuit à Paris, j'arrivais chez moi. En liberté. C'était ça. C'était un peu l'anarchie. C'était le bordel. C'était les taxis qui klaxonnaient. C'était les gens qui traversent comme ça au rouge. Pour moi, c'était tout simplement la liberté, l'image de la liberté. Paris s'éveille. Paris, le paradis de la liberté, de là où on peut vivre, on peut tout dire. Je parlais pas le français à l'époque, donc j'imaginais plus les chansons que je les comprenais. Ça change d'ailleurs rien à la compréhension, et ce qui explique peut-être toujours ma façon un peu changer la langue, on en a pas particulière d'écrire le français, pour le dire ainsi. Donc, quand j'étais la première fois dans un restaurant en France avec une amie, j'essayais de comprendre en fait la musique des tables à côté. Je trouvais que c'était extraordinaire, et mon ami disait: quand tu comprendras que c'est pas extraordinaire du tout, parce que c'était des banalités que les gens se disaient, bien sûr. Il paraît que l'anglais c'est pareil, toutes ces chansons qu'on comprend pas. Oui, quand tu les comprends, ça veut pas. En fait, c'est toujours un peu la même chose. Je t'aime, moi non plus. Mais pour moi, tout ça, c'était absolument magique et fantastique. Et je n'avais qu'une seule envie, c'était de vivre dans cette ville et vivre libre comme je voulais, sans boire des cafés sur des terrasses, des choses simples. Il y a rien de bien extraordinaire là-dedans. Alors ça, c'est le Paris des années 80. Bah ouais. Est-ce que maintenant, c'est toujours comme ça en 2020? Non, on pourrait dire que c'est Berlin maintenant qui a pris cette place. Il faut pas. Enfin, je connais pas trop Berlin. En tant que liberté, vive la nuit. J'étais récemment à New York, j'ai retrouvé un peu ça. J'étais à La Havane il y a quelques années. Maintenant, ça a peut-être changé depuis que Castro n'est plus là. En fait, je sais pas trop. Parce que Paris, ça vit plus du tout la nuit, c'est fini. Non, mais j'ai jamais trop vécu la nuit. Je me couche tôt et je me lève tôt. Et je lève à 5h30. Oui, même plus tôt. Et je me couche tôt, donc je suis pas du tout là. Je vis pas la nuit. Non, c'est le jour que j'aime la circulation. Enfin, pas la pollution et tout ça, mais j'aime les gens qui se parlent, qui s'engueulent, qui chantent dans la rue. Évidemment, aujourd'hui, il y en a moins. Mais bon, il reste quand même quelques quartiers africains, chinois, indiens. La Goutte d'Or. La Goutte d'Or, qui n'a pas encore trop changé. Mm. Bien sûr, il y a de plus en plus la spéculation immobilière, mais bon, je ne fais pas de la politique. Mais en Grèce, j'ai trouvé ça encore, à Athènes. J'ai trouvé ça en Italie, à Naples. J'étais récemment à Naples, à Palerme. En Espagne peut-être aussi. Oui, à Lisbonne. À Lisbonne, on retrouve un peu le Paris de ces années-là. On peut aller dans un café, déjà, ce ne sont pas des prix assassins.
et on vous laisse tranquille avec votre tasse de café pendant 1 heure ou 2 heures. Vous pouvez bouquiner, ce qui à Paris devient un peu difficile. On vous pousse après la consommation, on pousse dehors. On verra bien. Je ne suis pas pessimiste, ça va peut-être revenir. Alors la castration, c'est l'histoire d'un homme, là, c'est plutôt une histoire de famille, toujours. Mais ça s'adresse plutôt aux hommes qu'aux femmes, là, c'est plus une histoire d'hommes. Il y a des femmes dedans, mais c'est des prostituées, c'est pas le centre de l'univers. Enfin, c'est pas alors ça s'adresse aux humains, on va dire, dans un premier temps. La castration est ici synonyme de cette pulsion de destruction, pulsion de la mort. Comme je ne suis pas une femme, comme on peut s'en rendre compte assez facilement, je ne sais pas trop comment c'est vécu par les femmes. Il y a des théories de Freud là-dessus, mais tout ça, ça paraît un peu bancal, tout ce que la psychanalyse a voulu mettre un peu en symétrie là-dessus, l'Oedipe des femmes, la jalousie des femmes parce qu'ils n'ont pas de pénis, tout ça. Ça paraît un peu bancal, mais bon, moi je ne suis pas psychanalyste non plus et je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais pour les hommes, c'est évident, en fait, cette peur de blessure, d'être blessé dans sa chair, ça a commencé ce sujet m'a trouvé. C'est pas moi qui ai trouvé le sujet, c'est le sujet qui m'a trouvé parce qu'un jour, enfin pendant un certain temps, je faisais souvent le même cauchemar, c'est qu'il y avait des chiens qui me couraient après et qui me mordaient le mollet et j'avais terriblement peur de chiens. Enfin, j'ai toujours terriblement peur de chiens. C'est une autre histoire. Donc, c'était dans les cauchemars, ça revenait tout le temps. Et un jour, j'ai dit à un ami, c'est quand même curieux, je rêve toujours de cette peur de blessure. Et il me répond comme ça, un peu au tac, mais tu sais, toute peur de blessure est toute peur de castration. Et en fait, là, je me suis dit... Et tout désir aussi, c'est dans ton livre. Voilà. C'est dans ton livre, tu vois que je l'ai bien lu. Hein. Évidemment. Alors, toute peur, je sais très bien, tu les as tous bien lus. Non, je ne les ai pas tous lus. Enfin, tous bien lus, mais là, comme je l'ai fini aujourd'hui, que c'est un livre très difficile à lire, je vous préviens, auditeur. C'est pas un livre facile. Et c'était une des phrases que j'avais retenues. Toute peur est un désir. Toute peur est un désir. La castration Enfin, dans un premier temps, c'est quand on se fait une blessure, un bleu comme ça, en tout cas quand on est enfant et même après, on prend un certain plaisir d'appuyer dessus. Oui, ou de le montrer. Ou de le montrer. Surtout si c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a fait. Et ça fait mal. Et curieusement, on prend plaisir de ce mal-là. Donc il y a évidemment, dans la pulsion de la mort, de la destruction, et la pulsion de la construction. C'est les deux faces de la même médaille. C'est-à-dire, il y a un attrait, une attirance vers la blessure, vers la castration, vers la pulsion de la mort. Ça, c'est indéniable. Et c'est en fait, quel est l'attrait de ça, si on veut essayer de trouver une première réponse? Pour moi, c'est de rentrer dans la vie, dans le réel de la vie. La castration? Oui, ou le contraire, ou la joie, enfin, ou l'attirance de la peur, l'attirance vers le noir, vers la blessure, vers le sang et tout. Pour moi, c'est la même attirance que celle qui construit. C'est la même attirance que l'amour, que le désir, que le plaisir, que la construction. Par les deux biais, on rentre dans le réel. C'est les deux chemins d'accès vers la vie. Et c'est pas du tout... moi, je suis pas je saurais pas faire des théories là-dessus, mais je me sens vivant. Je me sens terriblement vivant, pour le dire d'une manière presque un peu vulgaire. Quand on est dans la merde, en règle générale, on n'est pas si mal que ça. C'est quand on souffre qu'on se rend compte qu'on est en vie. Eh oui. Ou quand on est très bien aussi, quand on est exubérant et tout ça. Mais oui, mais ça dure moins longtemps en ça général. dure moins longtemps. Mais on se dit quand même, moi je me dis quand même, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'elle est belle cette vie. Elle me fait souffrir, bien sûr, mais il se passe des choses, on avance, il y a des crises, et des crises, ça veut dire, il y a aussi des sorties de crise, il y a des nouvelles choses qui vont naître de ça. Je suis blessé, oui, ça me fait mal, oui,
Je suis blessé et ça me fait mal. Je sais, je le sens, je souffre. Mais ça me fait avancer. Et si j'avais pas ça, ben je n'avancerais pas. Oui, alors là, tu parles de crise, mais dans cette histoire, c'est une histoire de crime, hein, puisqu'une rumeur terrible se répand. Un castrateur serait en train de sévir en démembrant de sa bouche des vieux hommes. L'horreur est alors palpable. Qui est cet homme qui se retranche dans une chambre d'hôtel, pas loin de la gare du Nord? Et pourquoi chasse-t-il sans cesse? La castration est une folle épopée, nous menant du nord de l'Allemagne et de sa culture protestante à la capitale de la France, qui est bien plus qu'un décor, un personnage à part entière. Oui. Alors, d'une certaine manière, nous sommes dans la suite de l'effrayable. Mais oui, c'est clair. C'est-à-dire là où en 89, on disait c'est les années 80, c'est la gare du Nord des années 80, donc l'effrayable se termine sur la chute du mur de Berlin, donc en 89. Et ici, les deux ou trois premiers chapitres sont encore en Allemagne, donc se situent à la fin de l'effrayable. Et après, il y a ce fameux train de nuit qui amène à Paris. Et là s'ouvre donc une nouvelle histoire. Alors, j'aimerais que tu parles de ta langue. Alors, cette langue qui est difficile, peut-être que si tu lis un passage qui est assez court, les auditeurs se rendront compte. Donc ça, c'est le passage où il parle, celui qui parle de son frère et de son père, puisque c'est une histoire de famille. Alors, nous sommes encore en Allemagne du Nord. Mon père s'appelait Jacquemin. C'était un pauvre père. Un pauvre petit père deutschlandais. Il haïssait sa famille. C'était par malchance qu'il avait engrossé la jolie travailleuse en usine Crème Vinéa et Zoup. Ça avait donné un grand frère. Ses contes de parents l'avaient appelé également Jacquemin. Faute de fantaisie, tel mental le couillon fœtus les avait surpris dans la démultiplication malheureuse de ses cellules dans l'utérinal de la mère. Il fallait se marier dans les dards d'une moralisterie falaboche, dans les pacotis de leur religion prosternante. Quand le deuxième morveux était arrivé, Jacquemin père avait garé sa famille dans un petit village, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Hambourg et de son quartier chaud de Saint-Paul, où il se faisait fouetter par des dames sévères contre quelques promesses d'insultes. Dans un dorénavant sordide, mon père était devenu assureur petit bourgeois, forte mental surpondéral, chargé en l'alcool et nicotine, jour et nuit, matin, soir et midi. Il portait une moustachette de fort mauvaise humeur et au petit déjeuner déjà costume, 2 pièces, cravate. Dans sa maison, on ne dansait pas sur les tables. On ne jouait pas aux cartes. On ne racontait pas de blagues cochonnes. On se taisait, on se branlait jusqu'au sang et on buvait jusqu'à vomiture. Devant la famille mariée et dévergondée à la fête catéchumène, devant la grand-mère en jupette et sans culotte, devant leur talochade escarmouche qui mettait son dessous le salon, mon père vociférait dans les égouts, pataugeant dans les haleines moribondes d'une fin de fête pantagruesque, dans les dépantalonnades des faubourgs d'Hambourg. Il montait dans les offusques des amygdalines qui lui explosaient dans une gueule de feu. En dehors de ma maison, dans les bois, les nègres, les rats et les chiens. Et les chiens, parce que tu nous as dit que tu avais peur des chiens. Alors, il y a des mots, des fois, moi, j'arrive pas à les saisir. L'alcool, j'ai mis un moment à comprendre que ça veut dire l'alcool. L'alcool. Ouais. Voilà, c'est plein de mots. L'alcool, c'est l'alcool qui colle. Oui, c'est l'alcool qui colle. Ça vient d'où, cette langue Le premier point, je pense qu'il faut souligner, c'est pour écrire ce sujet, sans que ce soit l'autofiction.
nécessite le travail de la langue. S'il n'y a pas le travail de la langue, on se dit, bon voilà, donc c'est encore une histoire d'un mec qui se fait violer et qui se venge de ce qu'il a vécu pendant son enfance. Ces livres-là ont tout à fait leur raison d'être. Je veux pas le discuter. Je les lis parfois, mais il y a une certaine prétention qui prétend que ce soit le reflet de la vérité, et ça, je ne peux pas accéder à cette idée. Il me faut la déformation par la langue. Alors, pour raconter une histoire de castration, il faut une langue qui est elle-même castrée et qui en même temps castre et qui tue. Donc le travail, je dirais presque avec Pierre Guyotat, non tellement littéraire mais artistique, consiste en la déformation mélodieuse de la langue. Et ça crée des tensions nouvelles, enfin je l'espère en tout cas, avec ce qui est dit, entre comment c'est dit et ce qui est dit. Alors d'où ça vient, honnêtement, Joël, je n'en sais rien. Je me lève très tôt. Non, je vais te dire un peu comment, techniquement. Je me lève très tôt. J'écris, j'oublie presque aussitôt ce que j'ai écrit. J'écris entre 4 heures du matin et 8 heures du matin. Après, je dors. Après commence la journée. Et ce que j'ai fait entre 4 heures et 8 heures n'a pas vraiment d'existence réelle, propre dans la vie de tous les jours. Et c'est là que ça remonte. Ça me rassure parce que je veux dire, le livre, quand on le lit, on se dit que ça ne peut pas s'inventer. Ça ne peut pas s'inventer, non. C'est pas une construction. C'est pour ça que c'est un livre qui dérange. Alors, tu as quand même la Sainte Famille. Hein. Tu en as une qui s'appelle la Méduse, qui est une prostituée. Tu as sa mère qui s'appelle Magdalène. Tu as Jésus qui apparaît. Oui. Et puis, tu as Ainsi soit-il. C'est quoi ces rapports à... il y a aussi Serge Sampabon. Oui, mais c'est déjà moins... Enfin, oui, mais Ainsi soit-il, oui. En fait, ce sont des profondeurs, je pense, il faudrait dire des archaïsmes, des profondeurs archaïques qui remontent Est-ce que ça remonte d'une sorte de conscience commune ou est-ce que ça remonte de sa propre éducation et de sa petite enfance? Je n'en sais strictement rien. Je suis ni jungien, ni lacanien, ni freudien. Enfin, je ne suis pas assez calé dans toutes ces théories. Mais ce que je sais, c'est quand on laisse libre accès à ces formes de création, et il faut aussi dire qu'il y a une part de jeu là-dedans, ça remonte et on pique un peu à droite et à gauche des références, parce que ce que je construis là, ce sont des légendes. Ce sont d'une certaine manière des contes. Ce n'est pas une vérité. Et je le dis d'ailleurs à plusieurs reprises dans le livre, attention, ceci est la littérature, enfin la littérature. Oui, faut pas le prendre la au premier degré. littérature, je ne sais pas ce que c'est pas académique. Attention, c'est une légende. Autrement dit, rien de tout ce que je raconte là n'est vrai. Bah oui, il faut espérer. Tout du moins que t'es pas passé à l'acte. Non, c'était pire. Non, évidemment que non. Enfin, que je rassure l'auditeur, je n'ai pas castré. Mais en tout cas, pas dans la réalité réelle, peut-être dans mes fantaisies. Ça, c'est une autre question. Tu fais aussi tu parles aussi des protestants. Et il y avait un mot sur protestant. Tu l'écris pas protestant. Tu t'en souviens parce que je le retrouve pas. Comment parce que tu as changé le mot. Tu changes beaucoup de mots. Je me souviens plus exactement. Ça peut être des prosternants. Oui, des prosternants. Peut-être. Ouais. À la place des protestants. Oui, peut-être, oui. En fait, moi, je suis d'éducation protestante. Je serais douté. Oui, oui, j'arrive, et malgré toute ma bonne volonté, je n'arrive pas à m'en défaire complètement. Je sens en moi les traces très fortes de une certaine rigidité protestante, d'une certaine obligation, auto-obligation de bien faire dans le sens de ne pas pardonner le mal. Tout se paye cash pour les protestants. Tout trouve tout de suite
sa punition quand on a fait quelque chose de pas bien. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas cette idée de rachat. Je suis assez souvent un peu jaloux des catholiques ou des gens d'éducation catholique parce que vous avez cette possibilité de pardonner. Et c'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est comme un droit à l'oubli. Les protestants ne l'ont pas. Ça se paye, tout se paye. Quand vous faites quelque chose de bien, vous êtes récompensé. Quand vous faites quelque chose de mal, vous êtes puni. Et je le porte toujours avec moi. Ouais. Malheureusement, j'essaie toujours de m'en défaire parce que je trouve l'idée du pardon est une excellente idée. Mais c'est, en fait, Luther, il s'est dressé contre ça parce qu'on pouvait acheter le pardon. Et ça, évidemment, ça, c'était pas possible. Oui, parce que dans l'Église avant, on achetait ses fautes, c'est clair. Mais il y a toujours, dans l'Église catholique, la possibilité du pardon. Et ça manque aux protestants de pardonner, d'être un peu plus cool, comme on dirait. Dernière partie de cette du miroir, au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM, sur Radio Anguin avec Andreas Becker. Le livre sur la castration, c'est un livre qui dérange. Hein. C'est un livre qu'il faut surtout pas lire au premier degré. Au départ, on a un peu pitié pour l'enfant, qui, on peut dire, se fait violer par son grand frère. Il est beaucoup question du grand frère aussi, c'est-à-dire de la relation des enfants plus grands par rapport aux plus petits. Andreas. Je vais lire un extrait et ensuite je vais essayer de répondre à... Ce sera de ma bouche. Ce sera de ma bouche que je vengerai le monde. De mes dents que je castrerai les phallustes des trop puissants. Mes dents rouges, mes dents vengeresses, mes dents éclaboussées de sang. Mes gencives saigneront de honte et de vengeance, d'une incommensurable envie de vengeance. La haine du monde s'infiltrera jusqu'à l'ultimité du couperet. Ce sera par le palastre denté de la guillotine que viendra la castration du monde. C'est pas la fin du livre. Hein. Non, mais c'est assez protestant, tu vois. Ouais, c'est assez protestant. Bah oui, c'est ce qu'on disait. avant. C'est assez protestant et c'est aussi se poser la question de ces enfants qui se sont violés, qu'est-ce qu'ils deviennent en grandissant. C'est aussi ça. Un castré devient castrateur. Dans ce livre, oui. Dans la vie, non nécessairement non. Alors, pour répondre à ta question ou à ta remarque très juste sur le grand frère. Le grand frère, ici, est synonyme du pouvoir. Et le pouvoir, ici, est un peu où les hommes masculins sont synonymes du pouvoir. Il y a toujours dans mes livres aussi un aspect, on va dire, sociétal, peut-être politique. Il faut les castrer, ces gens-là. Il faut castrer les puissants. C'est le seul moyen. Et d'ailleurs, plus tard dans le livre, on verra les femmes qui deviennent les nouveaux puissants du monde et en devenir puissants, elles deviennent comme les hommes. Donc il faut les castrer aussi, autant que possible. Alors il faut, et je serais vraiment très heureux si on pouvait y arriver, pas castrer physiquement évidemment, mais enlever la puissance aux puissants. Et pourtant, dans ton livre, il est question quand même de prostitution masculine, et c'est beaucoup de puissants qui viennent se faire châtier, qui viennent perdre un peu de leur puissance dans les bras de quelqu'un qui les castre. La prostitution aujourd'hui, je reviens un peu dans les années 80 et 80, oui, peut-être par là. La prostitution aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans la même époque, et ce qu'on pourrait dire aujourd'hui sur la prostitution choquerait. Or, ça n'aurait pas choqué dans les années où se situe le livre. Personnellement, je n'étais jamais fan de prostitution. Il ne s'agit pas du tout de ça. Je ne signerais pas pour la liberté des hommes aller voir les prostituées à une pétition. Je trouve ça assez
même lamentable. très oui, lamentable et méprisant envers des femmes. C'est pas du tout ça. Mais je me souviens de la rue Saint-Denis. Qui montait jusqu'à la gare du Nord. Qui montait à Faubourg Saint-Denis, donc Saint-Denis et Faubourg Saint-Denis, qui était en fait le quartier chaud avec les sex shops, les pubs shows et la prostitution. Ça avait un attrait énorme pour moi. Bon, j'avais 20 ans, 22 ans. C'était un quartier assez dangereux. J'avais peur aussi des passages qui sont aujourd'hui très propres et tout ça. Mais à l'époque, c'était chaud. En fait, j'avais les épaules larges, une veste en cuir et tout, mais j'avais peur en même temps. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller non plus. Il y avait Pigalle aussi. Pigalle. Moi, personnellement, en fait, je ne veux pas juger les autres, mais personnellement, je ne suis jamais monté avec une prostituée. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'était de nouveau cette anarchie, cette liberté dont je parlais tout à l'heure. Cet étalage au grand jour. Oui, de aussi misère aussi. Oui, de misère, mais qui m'attirait en même temps. Ça paraît un peu bizarre quand on dit ça aujourd'hui, parce que bon, tout ça c'est rejeté dans des coins absolument abominables, derrière le bois de Bologne, tout ça. Mais j'avais toujours et j'ai toujours une très grande tendresse pour tous ceux et toutes celles qui sont rejetés par la société, c'est-à-dire les SDF aujourd'hui, on dit pas des clochards, les handicapés, j'ai longtemps travaillé avec des handicapés. J'ai un amour presque illimité pour les handicapés psychiques. Je trouve qu'ils sont tellement attendrissants. Je peux passer des heures et des heures avec des gens comme ça qui ne savent pas ce qu'ils disent, car ça n'a strictement aucun sens. Et c'est tellement humain. Donc les clochards, les handicapés, les pauvres, aujourd'hui il y en a de plus en plus, enfin ceux qui n'arrivent plus à manger à leur faim, et des prostituées. Tous ces gens-là qui ont fait un choix de vie qui est complètement en marge de ce qu'il faudrait faire de notre société de succès, de bling-bling et d'argent. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir un amour, et je dirais illimité, pour tous ces gens-là. Et malgré je vois la misère. Évidemment, je ne suis pas aveugle. Je vois les gens comme ils souffrent de tout ça. Évidemment, je vois ça. Je sais très bien que ce n'est pas toujours un choix délibéré. Je sais très bien qu'il y a l'esclavagisme derrière. Enfin, il y a le commerce du corps humain. Je sais tout ça. Mais quand je vois, honnêtement, dans la rue Saint-Denis, quand je voyais des prostituées, c'était très rarement des jeunes femmes. C'était tout le contraire. Il y en a encore. Hein. Et c'est encore pas des jeunes femmes. Non. Oui, mais aujourd'hui, je suis... aujourd'hui, on est aussi dans un autre contexte. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais je me souviens de l'attrait énorme que j'avais toujours vers ces coins de l'humanité qui étaient un peu moins éclairés, moins clairs, qui étaient plus obscurs, plus mystérieux, plus cachés. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé les mots. Quand on va dans un troquet, tout à l'heure, tu m'as demandé où trouver un peu la langue. Ben, au troquet, au comptoir. Oui, il y a de l'argot dedans. Avec les pauvres gens, quoi. C'est là où ils parlent encore la langue. Il y avait, à mes pieds, dans les sympathiques brumes des bas-fonds, une ville en dehors, une ville en mouvement, la belle ville grise de Paris. Ça, c'est au dos de ton livre. Oui, tout le livre est une déclaration d'amour à Paris. Ça, de l'architecture de Paris, du peuple de Paris, de la Seine, des ponts, des gares, des gares, le métro, le métro sur le viaduc, en fait, le canal de Saint-Martin, les écluses. C'est les cimetières, bien sûr. Cimetière Montparnasse. Oui, et je pense... Et le Père-Lachaise aussi. Je pense, tu as à juste titre dit que le livre dérange, que le livre n'est pas facile d'accès par la langue. Je pense qu'une fois qu'on est dedans, qu'on n'a plus tellement de problèmes de lire. Il n'y a pas que la langue, il y a aussi le thème. Et le thème, le sujet. Mais par contre, il y a aussi des aspects d'une grande tendresse que j'avais souligné envers des gens qui sont un peu exclus. Et même envers ce personnage principal qui est bien plus sympathique que le juge d'instruction, qui lui fait carrière, mais il n'a rien de sympathique.
et sur les lieux de Paris, une vraie tendresse envers Paris. Et sans Paris, je n'aurais pas pu écrire ce livre. Pour aller un peu plus loin que Paris aussi, sans la France, sans les Français, Comment tu l'appelles, et sans le français. Comment tu l'appelles dans ton livre, la Phare à France, non? Oui, la Farance, parfois la sous-Farance, les Farançais, le Farançais. Tu sais, le français, pour moi, le français, c'est ma patrie. Si on peut utiliser encore ce mot, la patrie. C'est pas un pays, c'est pas une nation, encore moins une nation ou un territoire ou des frontières, non. Pour moi, c'est la langue, c'est le français. Pour moi, ma patrie, c'est le français. Et chaque fois quand je suis en français, je me sens chez moi. La castration, ce sera peut-être très difficile de le mettre en film. Jean-Denis y réfléchit. Alors là, tu l'invites et tu lui poses la question. Je ne sais pas si... Ça va quand même être difficile. Hein. Ce sera plutôt le film d'horreur, alors. Non, on a des idées. On sait déjà qui sera le personnage principal. Il a un nom, le personnage principal? Non. Il n'a pas de nom. Il s'appelle pas Jacquemin. Non, parce qu'il est universel. Il est tout le monde. Il est tous les hommes. Mais il a aussi beaucoup de femmes. Il a une grande part de féminité, comme tu l'as souligné au début, comme toujours dans mes livres. Donc, il n'a pas de nom. Non, il ne peut pas porter de nom. Il nous représente tous. Il représente toutes nos peurs, nos cauchemars, tout ce qui nous pousse à avancer. Il représente toutes les crises par lesquelles nous sommes passés. Parce qu'il ne faut pas oublier que il ne castre pas tout le temps. Une fois qu'il est passé par ce passage-là, il est condamné, ensuite il est libéré, et ensuite il arrive vers un moment où il comprend une terrible vérité. Oui, on va le dire quand même. C'est qu'il a castré les autres, mais en réalité, il a voulu castrer uniquement lui-même, soi-même. Et ça, c'est quand même absolument... De toute façon, oui, dans la mesure où on a été castré, on a été castré. Donc... Voilà, il revient à ça. C'est quand même tout le symbole du viol. Hein. C'est-à-dire, on ne revient jamais en arrière. Non, mais on peut quand même vivre avec. On peut vivre avec, plus ou moins bien, mais on peut. Alors, La castration, c'est un livre publié aux éditions d'en bas. Vous précipitez pas, il n'est pas encore sorti, c'est août 2020. Le 20 août. Le 20 août, le 20-08 2020. Et tu t'appelles Andreas Becker, B-E-C-K-E-R. Un mot pour terminer ? D'abord, pour te remercier, Joël, parce que c'est déjà une tradition que je puisse venir ici, une bonne tradition qui, jusqu'à maintenant, nous a porté chance à tous les deux, parce que nous sommes toujours là, malgré les problèmes qu'on a vécus ce dernier temps. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. S'il y a une leçon à tirer de ce que nous avons vécu, ce que nous écrivons, ce que nous lisons, ce que nous regardons au théâtre, s'il y a une leçon à tirer, nous ne sommes pas seuls. Et je pense que c'est en même temps un message d'espoir, et je suis extrêmement reconnaissant de tous ces gens-là que j'ai pu citer au début, de toutes ces personnes qui m'entourent. Ouais, finalement, au lieu de nous séparer, de nous éloigner, de faire des gestes barrières pour nous séparer, cette crise, finalement, ce coronavirus nous aura rapprochés. C'est ce que je pense aussi. Merci beaucoup, Andreas. Merci, Joël. Merci beaucoup.